Le Laos a passé des décennies définies par la distance, enclavé, montagneux, facile à contourner. Puis, en décembre 2021, la distance s'est effondrée. Un train a traversé la frontière chinoise et a atteint Vientiane en seulement 4 heures, un trajet qui prenait autrefois presque toute une journée. Du jour au lendemain, l'isolement s'est transformé en accès. Le chemin de fer Chine-Laos a changé la place du Laos dans le monde, et lorsqu'un pays devient un corridor, la vraie question est « qui en profite ?» Pour comprendre pourquoi ce chemin de fer est important, il faut comprendre contre quoi le Laos lutte depuis des siècles. Le Laos est enclavé, mais ce n'est pas toute l'histoire. De nombreux pays enclavés prospèrent. La Suisse, l'Autriche, même la Mongolie, qui n'a pas d'accès à la mer, dispose de grands réseaux ferroviaires. Être enclavé est un défi, pas une condamnation à mort. Ce qui rendait le Laos différent, c'était la manière dont il était enclavé. Imaginez un pays où environ 70% du territoire est constitué de montagnes, de collines et de plateaux, où les rivières coulent du nord au sud, mais où vos voisins et partenaires commerciaux se trouvent à l'est et à l'ouest, où le Mékong, votre principale artère, ne vous relie qu'à d'autres régions enclavées ou s'écoule vers des frontières que vous ne contrôlez pas. Ce n'est pas seulement une géographie contraignante, c'est une fragmentation économique. Pendant la majeure partie de l'histoire moderne du Laos, il était plus difficile de déplacer des marchandises à l'intérieur du pays que de les transporter à l'international. Un camion voyageant du nord au sud pouvait passer 2 jours à parcourir des routes de montagnes sinueuses. Des inondations saisonnières pouvaient isoler des provinces entières. Même les grandes villes se sentaient déconnectées les unes des autres. Et parce que le Laos se trouve entre la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Cambodge et le Myanmar, il a toujours été dans la sphère d'influence de quelqu'un, sans jamais vraiment s'intégrer à l'économie de l'un d'eux. Pensez au Laos comme à une maison construite sur une colline, entourée de rues animées, mais sans aller pour y accéder. Tout le monde passe devant, peu s'arrête, et encore moins entre à l'intérieur. Pendant des décennies, la solution a été les routes. Le Laos en a construit, des bailleurs de fonds internationaux les ont financés. Mais les routes ont leurs limites. Elles nécessitent un entretien constant sur un terrain difficile. Elles sont lentes pour le transport de marchandises. Elles ne sont pas adaptées quand il s'agit de déplacer de gros volumes, des tonnes de marchandises, des milliers de passagers, avec des horaires réguliers. Les rivières étaient encore moins fiables. Le Mékong est saisonnier. En amont, il est peu profond. Il ne relie pas les centres industriels importants, si bien que le Laos est resté ce que les géographes appellent faiblement connecté, proche des grands marchés, mais sans y être intégré. Puis une idée différente est apparue. Ni une route, ni une rivière, mais un chemin de fer. Les chemins de fer font ce que les routes et les rivières ne peuvent pas. Ils compressent le temps et le coût en même temps. Un train de marchandises peut transporter autant de fret que 100 camions, en consommant moins de carburant et avec plus de fiabilité. Les trains de passagers éliminent la variabilité due à la circulation, à la météo et à la fatigue des conducteurs. Le rail ne subit pas d'inondation, il ne s'effondre pas aussi facilement et, une fois construit, il devient une colonne vertébrale économique permanente. Pour le Laos, la question n'était pas de savoir si le rail avait du sens, mais si quelqu'un allait le financer. C'est là que la Chine entre en jeu. En 2016, le Laos et la Chine ont accepté de construire une voie ferrée de 414 km reliant Kunming, dans le sud de la Chine, à Vientiane, la capitale du Laos. L'itinéraire suivrait une trajectoire nord-sud à travers certains des terrains les plus difficiles d'Asie du Sud-Est. Voyons ce que « difficile » signifie réellement ici. Le chemin de fer nécessitait 75 tunnels. Il ne s'agit pas de 75 petits passages. Ce sont des tunnels creusés à travers des montagnes de calcaire, certains s'étendant sur plusieurs kilomètres. Un seul tunnel, le tunnel de l'Amitié à la frontière, s'étend sur près de 10 km et a nécessité plus de 4 ans de travaux. La ligne nécessitait également 167 ponts, pas de simples passages supérieurs, mais des viaducs à plusieurs travées traversant des vallées, des rivières et des gorges, certains de plus de 500 mètres de long. Pourquoi autant d'infrastructures pour une distance aussi courte? Parce que le terrain du nord du Laos est vertical. Les routes serpentent autour des montagnes. Les chemins de fer doivent les traverser, et traverser des montagnes signifie forer, excaver, renforcer et imperméabiliser des tunnels capables de supporter le poids de trains de marchandises roulant à 160 km/h. Toute la voie ferrée traverse des zones sismiques. Les ingénieurs ont dû concevoir des structures résistantes aux tremblements de terre. Ils ont dû prendre en compte les pluies de mousson qui peuvent déstabiliser les pentes. Ils ont dû travailler dans des zones avec un accès routier limité, ce qui signifiait que les matériaux et l'équipement devaient être transportés vers des chantiers de construction isolés. Cette voie ferrée n'a pas été construite pour la commodité, mais pour la continuité. L'itinéraire a été conçu pour s'étendre vers le sud, en direction de la Thaïlande, de la Malaisie et de Singapour. Du point de vue de la Chine, il s'agit d'un corridor sud vers les marchés de l'ASEAN. Du point de vue du Laos, c'est la première véritable artère économique nord-sud que le pays ait jamais eue. Et voici ce que beaucoup de gens oublient. Le chemin de fer n'est pas précieux parce qu'il est rapide, il l'est parce qu'il est régulier. Lorsque le chemin de fer a ouvert en décembre 2021, les articles de presse se sont concentrés sur la vitesse.
De Vientiane à la frontière chinoise en quelques heures, le Laos entre dans l'ère de la grande vitesse. Mais la vitesse n'est qu'une partie de l'équation. La véritable transformation, c'est la fiabilité. Avant le chemin de fer, voyager de Vientiane à Luang Prabang, soit environ 300 km, prenait entre 6 et 10 heures en bus, selon l'état des routes, la météo et la circulation. Le train effectue ce trajet en moins de 2 heures à chaque fois, à l'heure prévue. Cette prévisibilité change la façon dont les gens perçoivent la distance. Un étudiant à Luang Prabang peut désormais aller à l'université à Vientiane et rentrer chez lui le week-end. Un homme d'affaires peut assister à des réunions dans plusieurs villes en une seule journée. Une famille peut accéder à de meilleurs soins de santé sans avoir à déménager définitivement. C'est ce que les économistes appellent la mobilité de la main-d'œuvre. Lorsque les gens peuvent se déplacer facilement, ils peuvent accéder à des emplois, à l'éducation et à des services qui leur étaient auparavant inaccessibles. Les villes commencent à fonctionner comme des réseaux plutôt que comme des pôles isolés. Le tourisme intérieur est un autre changement. Le Laos a toujours eu des touristes, des routards, des voyageurs en quête d'aventure, des visiteurs régionaux, mais le tourisme interne était limité car voyager entre les villes prenait du temps et était inconfortable. Désormais, une famille à Vientiane peut partir en week-end à Luang Prabang. Un groupe d'amis peut explorer le nord du Laos sans louer de voiture ni endurer un long trajet en bus. Les revenus du tourisme, qui auparavant ne profitaient qu'à quelques villes portes d'entrée, commencent à se répartir. Il y a aussi un effet de concentration urbaine qui se produit. Lorsque les transports s'améliorent, les villes grandissent. Les gens migrent vers les centres économiques parce qu'ils savent qu'ils peuvent les atteindre de façon abordable et fiable. La population de Vientiane augmente régulièrement depuis l'ouverture du chemin de fer. Luang Prabang voit arriver davantage d'investissements dans l'hôtellerie et les services. Les petites villes situées le long du trajet commencent à se positionner comme des points d'étape. Rien de tout cela n'est révolutionnaire. C'est ce qui se passe lorsque l'infrastructure supprime les obstacles. Mais voici ce qui compte le plus. Le chemin de fer n'a pas seulement permis de déplacer les gens plus rapidement, il a changé la façon dont les marchandises circulent, et c'est là que l'histoire devient plus complexe. Le transport ferroviaire de passagers attire l'attention parce qu'il est visible. Les gens en font l'expérience. Ils en parlent sur les réseaux sociaux. C'est le fret ferroviaire qui détient le véritable levier économique. En 2022, sa première année complète d'exploitation, le chemin de fer Chine-Laos a transporté 11,2 millions de tonnes de marchandises. En 2023, ce chiffre est passé à 17,8 millions de tonnes. En 2024, il a atteint près de 20 millions de tonnes. Il ne s'agit pas seulement de produits nationaux, mais de fret international, électronique, produits agricoles, minerais, machines, circulant entre la Chine et l'Asie du Sud-Est. Mettons cela en perspective. Avant le chemin de fer, un camion transportant des marchandises de Kunming à Vientiane pouvait mettre 3 jours, selon les retards à la frontière et l'état des routes. Le train effectue le trajet en 26 heures à chaque fois. Pour les produits périssables, fruits frais, légumes, fruits de mer, cette différence de temps change tout. Un durian qui pourrit avant d'arriver sur le marché n'a aucune valeur. Un durian qui arrive frais se vend à prix d'or. Le Laos exporte des bananes, du caoutchouc, du manioc et des fruits tropicaux vers la Chine. Auparavant, la plupart de ces produits devaient être transportés par camion ou par avion, ce qui est coûteux. Désormais, ils voyagent par rail, ce qui est moins cher et plus rapide que les camions, plus fiable que les navires et bien moins cher que l'avion. Mais le changement le plus important, c'est que le Laos devient un point de transit pour les marchandises circulant entre la Chine et la Thaïlande. La Thaïlande est le centre logistique de l'Asie du Sud-Est. Elle dispose de ports, d'une capacité industrielle et de réseaux commerciaux établis, mais la Thaïlande ne partage pas de frontières avec la Chine. Acheminer des marchandises entre la Chine et la Thaïlande signifiait soit expédier par voie maritime, ce qui est lent, soit transporter par camion à travers le Myanmar ou le nord de la Thaïlande, ce qui est compliqué. Le chemin de fer crée une troisième option. Les marchandises peuvent partir de Kunming, traverser le Laos et se connecter au réseau ferroviaire thaïlandais une fois l'extension terminée. C'est plus rapide que le transport maritime et plus stable que les itinéraires terrestres passant par le Myanmar. Pour la Chine, il s'agit d'une redondance stratégique. Si les routes maritimes sont perturbées, que ce soit par la géopolitique, des pandémies ou des conflits, les corridors terrestres deviennent essentiels. Pour le Laos, cela représente un tout nouveau rôle économique. Le pays n'exporte plus seulement ses propres marchandises, il facilite le commerce entre des économies bien plus importantes. C'est ici que la logique des corridors commence à prendre tout son sens. Un corridor n'a pas besoin d'une grande population, il n'a pas besoin d'usines ni de pôles technologiques. Il a juste besoin de flux. Il a besoin que des marchandises, des personnes et des capitaux y circulent efficacement. Le Laos est désormais un corridor, et les corridors ont de la valeur, mais ils comportent aussi des risques. Le chemin de fer Chine-Laos fait partie de l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine. Ce n'est pas une spéculation, c'est une politique déclarée. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, au-delà des mots à la mode? L'initiative La Ceinture et la Route est un programme mondial d'investissement dans les infrastructures lancé par la Chine en 2013. L'idée est de construire des routes, des chemins de fer,
des ports et des réseaux énergétiques qui relient la Chine à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie du Sud-Est et au-delà. Certains y voient un développement économique, d'autres y voient une influence stratégique. La vérité, c'est que c'est les deux, selon le projet et le pays concerné. Pour le Laos, le chemin de fer s'inscrit dans une vision plus large de la connectivité régionale. La Chine veut un réseau ferroviaire reliant Kunming à Singapour, en passant par le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Cela créerait une liaison terrestre directe entre le sud de la Chine et les marchés les plus riches d'Asie du Sud-Est. Du point de vue de la Chine, cela réduit la dépendance aux routes maritimes contrôlées par d'autres puissances. Cela ouvre de nouveaux marchés d'exportation. Cela renforce les liens politiques et économiques avec les pays voisins. Du point de vue du Laos, le chemin de fer offre quelque chose que le pays n'aurait pas pu construire seul. Des infrastructures modernes qui l'intègrent aux réseaux commerciaux régionaux. Mais il y a un prix à payer. Le chemin de fer a coûté environ 6 milliards de dollars. La structure de financement est complexe. 60% proviennent de prêts de la Banque d'export-import de Chine, tandis que 40% proviennent d'investissements en capital répartis entre des entités chinoises et laotiennes. La Chine détient 70% des parts, le Laos 30%. Pour sa part, le Laos a dû emprunter 480 millions de dollars supplémentaires auprès de banques chinoises pour couvrir une partie de sa contribution en capital. Les fonds restants proviennent du budget national. La dette nationale du Laos a considérablement augmenté en conséquence. Certains analystes s'inquiètent de la soutenabilité de la dette. D'autres soulignent que les investissements dans les infrastructures sont à long terme. Les revenus issus du chemin de fer ne se matérialiseront pas immédiatement, mais ils s'accumuleront sur des décennies. Ce qui est clair, c'est ceci. L'infrastructure n'est pas de la charité, c'est un alignement. La Chine n'a pas construit ce chemin de fer par pure bienveillance. Le Laos n'y a pas consenti par désespoir. Les deux pays ont vu une valeur stratégique à connecter leurs économies. Mais l'alignement ne signifie pas l'égalité. Les conditions de financement, le contrôle des opérations, la répartition des revenus, tout cela se négocie, se conteste et se révise au fil du temps. Les infrastructures créent des relations, et les relations impliquent du pouvoir. Être un corridor semble avantageux. Les marchandises transitent, les revenus affluent, le commerce augmente, les investissements suivent. Mais voici la question qui dérange. Lorsque la valeur traverse votre pays, au lieu d'y être créée, qui en profite réellement? Analysons cela en détail. Le chemin de fer est exploité en co-entreprise entre des entreprises laotiennes et chinoises. Mais la technologie, le matériel roulant, les systèmes de signalisation, les protocoles de maintenance, tout cela vient de Chine. Le Laos ne fabrique pas de trains. Il ne produit pas l'équipement spécialisé nécessaire à l'entretien du train à grande vitesse. Il ne dispose pas d'un large vivier d'ingénieurs formés à l'exploitation ferroviaire. Cela signifie que le Laos dépend de l'expertise chinoise pour faire fonctionner le système. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais cela crée un rapport de force. Si un différend survient concernant les prix, le partage des revenus ou le contrôle opérationnel, l'un des deux côtés dispose de plus de capacités techniques que l'autre. Cela a son importance. Il y a aussi la question de la captation de la valeur. Lorsque des marchandises transitent par le Laos de la Chine vers la Thaïlande, qui en profitent? Les entreprises qui expédient les marchandises, les sociétés de logistique qui gèrent le transport, les exploitants ferroviaires qui perçoivent des frais. Mais le Laos développe-t-il sa propre industrie logistique? Les entreprises locales se développent-elles en participant à ces chaînes d'approvisionnement ou bien les sociétés internationales dominent-elles le corridor pendant que le Laos perçoit des frais de transit? Ce sont des questions ouvertes. Le chemin de fer est encore relativement récent. Les modèles économiques sont encore en train de se former. Mais l'histoire suggère qu'être un simple corridor sans capacité industrielle locale peut piéger les pays dans un rôle de prestataire de services, percevant des péages sans créer de richesse. Il y a ensuite la question urbaine. La connectivité concentre l'activité économique. Le chemin de fer relie Vientiane, Luang Prabang et quelques autres villes. Mais qu'en est-il des régions situées en dehors de la ligne? Les infrastructures profitent souvent aux zones qu'elles desservent directement, tout en laissant les autres encore plus à la traîne. Si les investissements, les emplois et les services se concentrent le long du corridor ferroviaire, les provinces rurales sans accès pourraient voir leur population migrer ailleurs. Ce n'est pas propre au Laos. C'est un schéma que l'on retrouve dans tous les pays dotés d'infrastructures de transport majeures. Mais pour un petit pays en développement, les effets de concentration peuvent être plus marqués. Et puis il y a la dimension géopolitique. Le Laos dispose désormais d'un chemin de fer qui le relie physiquement à la Chine de façon plus directe que n'importe quel autre voisin. C'est de l'infrastructure, mais c'est aussi une géographie réécrite. Lorsque votre économie devient structurellement intégrée à celle d'un voisin plus grand, votre marge de manœuvre pour prendre des décisions indépendantes se réduit, non pas à cause de la coercition, mais à cause de l'interdépendance. Si le fret chinois transite quotidiennement par le Laos, si les touristes chinois représentent une source majeure de revenus, si les prêts chinois financent les infrastructures dont vous dépendez, alors lorsque Pékin parle, Vientiane écoute. Ce n'est pas nécessairement bien ou mal, c'est la nature de l'asymétrie. Être connecté ne signifie pas être aux commandes. Le chemin de fer Chine-Laos a moins de 6 ans. C'est à peine suffisant pour mesurer ses effets à long terme.
Ce que nous savons jusqu'à présent, le nombre de passagers a dépassé 43 millions. Le volume de fret est passé de 11 millions de tonnes en 2022 à près de 20 millions de tonnes en 2024. Le tourisme est en train de se redresser. La connectivité intérieure s'est améliorée, mais l'histoire la plus importante ne sera visible que dans quelques années. Le Laos développera-t-il des industries qui profiteront du chemin de fer ou restera-t-il un simple point de passage pour le commerce des autres? L'extension du chemin de fer vers la Thaïlande verra-t-elle le jour, faisant du Laos un véritable corridor de transit, ou bien le financement et les complications politiques freineront-ils les progrès? Le fardeau de la dette deviendra-t-il gérable à mesure que les revenus augmenteront, ou limitera-t-il la flexibilité budgétaire du Laos pendant des décennies? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont les véritables incertitudes qui façonneront l'avenir du Laos. Ce qui est indéniable, c'est que le Laos n'est plus isolé. Il est connecté, il est accessible, il est pertinent d'une manière qu'il ne l'était pas auparavant. Mais la proximité a ses revers. Être plus proche des marchés signifie aussi être plus exposé à leur volatilité. Être intégré dans les chaînes d'approvisionnement signifie hériter de leurs perturbations. Être connecté à une économie plus vaste signifie absorber ces pressions. Le Laos n'a pas gagné de littoral. Il n'est pas soudainement devenu une puissance industrielle. Il ne s'est pas transformé en un centre régional du jour au lendemain. Ce qu'il a gagné, c'est un positionnement, et le positionnement devient un atout si l'on sait s'en servir. Le chemin de fer a changé la relation du Laos avec la distance. La suite dépend de la manière dont le Laos utilisera ce changement. L'infrastructure n'est pas une fatalité, mais elle façonne les possibilités. Et pour un pays qui a passé des siècles enfermé par les montagnes, avoir des options est déjà une révolution. La question n'est pas de savoir si le chemin de fer est important, mais ce que le Laos va construire autour de lui. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce chemin de fer vous a surpris, attendez de voir ce qui se passe lorsque la Chine cessera de construire des corridors pour commencer à bâtir du territoire. À regarder ensuite, la Chine construit le plus grand aéroport insulaire du monde.